Green Friendly au bureau. Alternative zéro déchet au bureau. Bienvenue pour ce Facebook Live depuis la librairie Kléber Salle Blanche. Toujours pas de public, mais je vois que vous arrivez déjà nombreux sur notre direct. Ce débat est à l'initiative du Club de la presse Strasbourg-Europe qui l'organise. Avec l'association Zéro Déchet Strasbourg, nous recevons aujourd'hui Julien Guillaume, qui préside cette association, avec des dessins de Virginie Umbrecht, qui illustrent les propos de Julien Guillaume. Papier, encre, fournisseurs, comportement, des alternatives existent pour adopter de bonnes résolutions zéro déchet au bureau et minimiser la pollution numérique. On l'oublie souvent, cette pollution numérique. Merci Julien Guillaume. On va vous écouter pendant 45 minutes. Vous pouvez réagir aux propos de Julien Guillaume, vous pouvez apporter des éclaircissements, des solutions, des idées, des questions, en écrivant sur le Facebook de la librairie, en voyant en direct cette émission, et nous prendrons vos questions. Nous ferons une synthèse que nous proposerons à Julien Guillaume. Green Friendly au bureau, à vous Julien Guillaume. Bonjour à tous. Tout d'abord, nous souhaitons remercier le Club de la presse d'avoir invité Zéro Déchet Strasbourg, que je représente aujourd'hui, à cette webconférence. Effectivement, c'est un sujet auquel l'interaction avec le public qu'on ne peut avoir aujourd'hui, ou du moins pas physiquement, est extrêmement importante, parce que chaque personne peut avoir une expérience à partager. Donc n'hésitez pas à écrire sur le fil, c'est vraiment très important. On a tous des petits conseils à s'échanger et à se donner. Pour commencer, je vais présenter assez brièvement l'association Zéro Déchet Strasbourg, qui est une association qui a été créée en 2016 à l'initiative de quelques citoyens strasbourgeois. Aujourd'hui, Zéro Déchet Strasbourg, c'est 160 adhérents, à peu près 50 bénévoles actifs. L'association est dirigée par un comité collégial dont je fais partie, avec 9 autres membres. Et c'est aussi 2 salariés et 1 ou une service civique. Mais c'est surtout 100 événements par an, 100 événements qui sont destinés au public, des conférences, des audits, des ateliers do it yourself, etc. etc. Zéro Déchet Strasbourg est un groupe local de Zero Waste France. Et juste pour préciser l'ampleur de nos sujets traités, donc on s'occupe du retour de la consigne en Alsace. Un groupe de bénévoles a beaucoup travaillé sur les municipales. Nous traitons aussi le sujet de la mode durable, qui sera bientôt au programme d'ailleurs ici même. Et nous traitons aussi du zéro déchet pour tous, de la pollution numérique, du stop pub, etc. etc. Avant tout, pourquoi aujourd'hui nous avons choisi de traiter le sujet de l'éco-responsabilité au bureau? Il faut savoir que la moitié des Français passent 200 jours par an au bureau. Donc forcément, quand on sort de chez soi, on crée aussi, à partir du moment où on vit, on crée des déchets. Ces déchets que l'on génère dans notre temps de travail au bureau, c'est à peu près 130 kg par an et par salarié. Donc c'est pour ça que c'est important de le traiter en fait. Beaucoup de personnes font très attention aux déchets qu'ils génèrent chez eux, c'est très bien. Au-delà de ça, il faut savoir qu'en fait on génère aussi des déchets de manière indirecte, notamment ces déchets de bureau. C'est aussi la notion de sac à dos écologique qu'on souhaitait un petit peu évoquer avant d'aller un peu plus loin dans le détail des déchets de bureau. Le sac à dos écologique, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est la pollution et les déchets qu'on génère globalement dans tout le cycle de vie des produits. C'est aussi pour ça que dans nos infographies qu'on réalise à Zéro Déchet Strasbourg, on aime bien utiliser cette notion d'iceberg en fait. Il y a les déchets qu'on génère et qu'on voit, et il y a ceux qu'on ne voit pas en fait. Si on prend le cas de la publicité papier et du stop pub par exemple, évidemment chacun voit les 30 kilos de papier que l'on reçoit dans sa boîte aux lettres si on n'a pas de stop pub. Mais au-delà des 30 kilos de papier, il y a aussi toute l'encre qui est utilisée.
et aussi, par exemple, tout le CO2 qui est généré pour la fabrication du papier, le transport de la publicité jusqu'à chez soi, et aussi le recyclage. Le recyclage coûte des milliards en fait à la collectivité par an, et donc mettre un stop pub permet aussi d'économiser tout cet argent. Je vais donc maintenant commencer par un premier point qui serait une introduction, qui serait mettre en place une démarche zéro déchet au bureau. Ça peut paraître compliqué parce qu'en fait le bureau c'est un espace effectivement partagé. On ne choisit pas forcément ses collègues là non plus. C'est effectivement des objectifs qui peuvent paraître énormes, mais il ne faut pas forcément vouloir aller tout de suite vers un objectif 100% zéro déchet, mais au moins y tendre, y aller étape par étape et viser des améliorations. C'est vraiment important d'y aller étape par étape, je me répète, c'est l'étape clé pour que ça soit un succès. La démarche, finalement, elle se résume à 3 étapes. La première étape, ça serait de faire un audit ou un état des lieux. Personnellement, je l'ai fait dans mon entreprise. On peut imaginer ça sous un fichier Excel, par exemple, avec une première colonne avec le type des déchets, par exemple, les papiers, les cartons, le verre. Et ensuite, dans une deuxième colonne, lister ce qui est fait à l'heure actuelle. Dans la plupart des cas, on n'en a pas forcément conscience ou connaissance, mais il y a déjà des choses qui sont faites pour soit diminuer, soit pour réduire ces déchets. Et ensuite, dans une troisième colonne, on pourra mettre des objectifs, en fait, par type de déchets. Cette démarche, elle est très importante et il faut y associer, en fonction des entreprises, la direction, les services généraux qui gèrent les déchets ou les services achat-approvisionnement qui eux-mêmes approvisionnent les matières. Encore une fois, c'est une démarche qui doit être collective et où tout le monde doit se sentir investi. Il y a aussi beaucoup d'initiatives personnelles en fonction des services, par exemple, qui sont déjà mises en place et dont on n'a peut-être pas connaissance. Donc c'est vraiment important de communiquer sur cet audit et d'aller dans tous les services et d'être au contact de beaucoup de personnes et d'échanger par rapport à ça. Une fois que cet audit est fait, la deuxième étape, comme je le disais, c'est de se fixer des objectifs réalisables et de prévoir des étapes et des points d'étape. Donc ça, c'est très important. Et ensuite, la troisième étape, c'est de constituer un groupe de gens motivés, des personnes éco-sensibles, on pourrait dire, ces gens qui ont déjà des initiatives peut-être au sein de leur service ou des initiatives personnelles et qu'il faut mettre en avant afin de répandre en fait ces bonnes initiatives. C'est très important là aussi d'avoir le soutien de la direction. Vous avez plusieurs leviers. Si cette direction n'est peut-être, elle, pas éco-sensible, le levier économique, puisqu'effectivement, le DIB ou le déchet final est un déchet qui va coûter de plus en plus cher à l'entreprise. Vous avez aussi le levier RSE, responsabilité sociale de l'entreprise. Désormais, chaque entreprise est amenée à faire son bilan RSE et la gestion des déchets s'intègre clairement dans ce bilan. Et ça fait aussi partie de l'image de l'entreprise, de l'image en interne avec ses salariés et aussi de l'image qu'elle dégage auprès de ses partenaires, clients et fournisseurs. À noter que depuis 2016, le tri du papier, du carton, du verre, du bois et du plastique est obligatoire dans les entreprises de plus de 20 salariés. Et donc, une fois que vous avez constitué ce groupe de gens motivés, il faut, encore une fois, mettre les étapes et essayer de faire bouger les lignes, essayer de trouver des alternatives pour réduire les déchets, trouver des alternatives pour les recycler et éventuellement aussi trouver des alternatives, bien évidemment, zéro déchet quand c'est possible. Une phrase qu'on répète souvent et qui nous tient beaucoup à cœur à Zéro Déchet Strasbourg, le meilleur déchet, encore une fois, c'est celui qu'on ne produit pas. Concrètement, comment ça se passe ? Ça peut être assez facile. Je vais désormais passer par différents types de déchets pour citer des exemples et pour rentrer un peu plus dans le concret. On va commencer par le papier. Le papier qui est toujours trop utilisé malheureusement. On pourrait croire qu'avec l'avènement du numérique,
on utilise de moins en moins de papier, c'est pas le cas. Le papier représente 75% du poids des déchets de bureau, donc ça reste énorme. C'est environ 75 à 80 kilos par salarié par an. Ça reste un chiffre beaucoup trop important et qu'il est très facile de diminuer. Pourquoi c'est important ? En plus de cette montagne de papier, il faut savoir que seulement 20% de ce papier est recyclé en France à l'heure actuelle, contre 41% du papier que vous consommez chez vous. Donc il y a un réel différentiel en fait d'action entre ce qu'on fait chez soi et ce qu'on fait au bureau, puisqu'on recycle 2 fois plus chez soi qu'au bureau. Alors là, concernant le papier, il y a énormément de pistes pour diminuer ce volume. Effectivement, imprimer le moins possible. Aujourd'hui, il y a encore trop de gens qui impriment des mails pour simplement après ressaisir des données dans des tableaux, par exemple, ou juste pour lire simplement un email. Imprimer en recto verso, bien sûr. Utiliser du papier recyclé. Il faut savoir que le papier recyclé consomme quand même 3 fois moins d'eau et d'énergie pour être produit que du papier blanc classique. Optimiser la mise en page, bien évidemment, revoir les marges, revoir les polices, écrire en gris plutôt qu'en noir, ça consomme moins d'encre. Utiliser du papier de brouillon, c'est-à-dire à chaque coup qu'on imprime, avoir à côté de l'imprimante une boîte en fait avec du papier brouillon et imprimer tous les documents non officiels sur le verso du papier de brouillon. Donc voilà, tout ça, il y a énormément à faire, mais surtout ce qu'il faut mettre en place, puisqu'on voit qu'il y a seulement 20% du papier qui est recyclé, c'est des boîtes de recyclage. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est obligatoire pour la plupart des entreprises. Alors souvent, c'est mis en place en fait, mais les remontées, les témoignages qu'on a dans beaucoup de cas, dans des audits ou dans nos bénévoles qui travaillent eux-mêmes dans des sociétés, c'est la problématique de l'affichage et de l'information. Les salariés ne sont pas informés de ce qu'ils peuvent mettre ou non dans cette boîte, où la boîte a disparu, où l'affichage n'est plus lisible, etc., etc. Donc il faut travailler sur de la communication, sur de la mise en avant et de l'affichage. Concernant... On a une question qui concerne en fait le papier labellisé ou alors les encres végétales. Est-ce que ça, c'est un mieux par rapport au papier qu'on utilise ? Oui, effectivement, il est clair que le papier labellisé, alors il faut voir quel label parce qu'il existe différents labels, mais le papier labellisé, c'est mieux que du papier non labellisé parce que c'est plus durable. Et les encres végétales, alors je suis moins sûr de ce point-là, donc je ne vais pas trop m'avancer, mais il me semble aussi que c'est mieux. Les encres, c'est encore quelque chose sur lequel on est en train de travailler. Les solutions ne sont pas malheureusement aussi simples que ça. Donc voilà, concernant la partie papier qui est encore une fois un gros pilier qui à mes yeux reste le premier poste, le premier type de déchet sur lequel il faudrait travailler en entreprise. Malheureusement, et encore une fois, on pourrait penser l'inverse. Le deuxième poste ou type de déchet auquel je voudrais parler aujourd'hui, ce sont les déplacements. Effectivement, on se déplace énormément pour se rendre à son travail et aussi parfois pour son travail soi-même, pour des réunions internes, pour aller voir des fournisseurs, des clients, des collègues, etc. Les déplacements liés aux activités de bureau représentent 12 millions de tonnes de CO2 par an. Certains déplacements, certes, on ne pourra pas les remplacer, ils seront obligatoires. Cependant, il faut favoriser l'utilisation des transports en commun pour se rendre au travail et dans les déplacements professionnels. Bien évidemment, favoriser le train par rapport à l'avion. Mettre en place aussi un système de covoiturage interne à l'entreprise, en fait. Ça permet aussi là, de créer du lien. Ça s'intègre pleinement à la RSE. Favoriser les réunions, limiter les réunions déjà d'une au strict nécessaire, ou du moins les rationaliser, faire des réunions d'une plus grande durée plutôt que de les éclater. Et le dernier point, ça serait favoriser le télétravail. On a vu d'ailleurs, c'était un des gros avantages de la crise que nous venons de passer
c'est que le télétravail, ça fonctionne. Beaucoup de chefs d'entreprise étaient réfractaires au télétravail et ils n'ont pas eu de choix pendant cette crise et ils ont vu que ça fonctionnait. Alors les aménagements doivent être faits, bien évidemment, les gens doivent s'adapter et une nouvelle organisation doit être mise en place, mais le télétravail, ça fonctionne. Et concernant les réunions aussi internes, essayer de limiter leur nombre, bien évidemment, là aussi, et essayer de les faire, si les déplacements sont de longue durée, les faire plutôt en téléconférence, si possible, surtout lorsqu'elles sont de courte durée. Donc voilà, nous allons passer à un autre poste de création de déchets dans l'entreprise qui concerne tout ce qui est la restauration. Ce que j'appelle la restauration, c'est à la fois la nourriture et les boissons. On pense tous, bien évidemment, aux machines à café et à ce fameux gobelet, qui est une vraie plaie, effectivement. C'est du plastique, c'est pétro-sourcé. Enfin bref, c'est... D'ailleurs, je vais vous présenter un des dessins de Virginie, qui concerne effectivement tous les objets en plastique. Comme vous le savez peut-être, la nouvelle loi éco-circulaire de cette année a prévu un calendrier pour mettre fin à tous ces déchets plastiques. On a déjà commencé avec tout ce qui est les pailles notamment. C'est aussi le cas des touillettes pour les cafés et des cotons-tiges, bien sûr. Pour les gobelets en plastique, l'interdiction est au 1er juin ou juillet 2021, donc ça sera bientôt le cas. Cependant, il faut faire attention à cette interdiction. La plupart des distributeurs de café vont vouloir mettre en place des solutions avec du plastique biosourcé. Là encore, on n'est pas très favorable à cette solution parce que déjà, elle consomme quand même énormément d'énergie. Et encore une fois, on génère un déchet. Alors certes, c'est un déchet qui n'est pas plastique, mais il faut trouver des solutions pour le composter, ce qui n'est pas forcément évident à mettre en place. En général, il y a des restes dedans, c'est assez sale, etc., etc. Donc nous, ce qu'on préconise, c'est bien évidemment l'utilisation de tasses réutilisables. Par exemple, le CSE de l'entreprise peut, comme cadeau de Noël, offrir une tasse par salarié. Des lave-vaisselle peuvent être mises en place et ainsi chacun peut se servir avec sa tasse. La plupart, sinon tous, les distributeurs de machines à café en fait possèdent un détecteur et il faut demander en fait à votre distributeur de l'activer. Simplement vous l'activez, vous mettez votre tasse et le gobelet en plastique ne tombe pas. La plupart des distributeurs ont ce détecteur qui n'est pas activé, donc c'est quand même assez dommage. Donc rapprochez-vous de la personne qui gère la machine à café chez vous. Ce qui est aussi possible de faire, c'est tout simplement d'avoir une machine à café, si c'est une plus petite structure, d'avoir une machine à café collective avec le bon vieux filtre à café et de mettre du café moulu que vous achetez en vrac, bien sûr. Et ensuite, vous mettez ce filtre dans un seau et que vous emmenez ensuite dans votre compost. C'est ce que je fais personnellement dans mon bureau. Donc ça, c'est pour la partie café. Pour la partie boisson, c'est un peu pareil. Essayer de favoriser les gourdes. Là aussi, l'entreprise ou le CSE peut essayer de fournir une gourde un peu sympa et réutilisable, bien sûr. Et ensuite, on arrive au repas. Donc, pour tout ce qui est repas d'entreprise, limiter au maximum les plateaux repas, c'est juste un cauchemar. Il faut voir avec tout simplement son traiteur. Le traiteur du quartier, là aussi, essayer de favoriser en même temps l'économie locale. Il peut très bien vous livrer dans des plats en inox avec des réchauds et vous vous servez avec des assiettes en verre, des assiettes en porcelaine réutilisables. En plus de ça, c'est un côté quand même beaucoup plus sympa de partager un repas que ce que chacun mange devant son morceau de plastique. Et aussi pour la restauration collective, essayer de faire pression pour avoir une alimentation bio, locale, végétarienne bien sûr, le plus possible, sans barquettes en plastique là aussi. Pour les réunions, j'ai oublié de dire, mais c'est pareil, il faut ne pas hésiter à venir en fait avec sa propre gourde, si l'entreprise ne l'a pas mis en place, avec sa propre tasse. L'idée, c'est de montrer l'exemple, en parler, créer des émulations, que les collègues vous posent des questions et qu'au fur et à mesure, au premier
La première réunion, vous serez peut-être le seul avec votre thermos ou votre gourde. Et au fur et à mesure des réunions, vous verrez que vous aurez un deuxième collègue, puis un troisième. Donc c'est très important de montrer l'exemple, d'expliquer pourquoi on fait ça, en fait, d'expliquer sa démarche. Et au fur et à mesure, en général, ça prend pas mal. Ça, c'est bien pour les réunions en interne. Pour les réunions en externe, essayez que les salles soient équipées là aussi de verres et de carafes, tout simplement, avec des fontaines à eau ou se servir au robinet. Et enfin, le dernier point concernant les repas, si c'est possible, essayez de mettre un système de compostage si la ville ne pratique pas la récolte des déchets compostables, ou alors essayez aussi de trier les déchets qui peuvent être valorisés via des composts personnels, via des gens qui élèvent des poules, par exemple, etc., etc. Donc il y a plein de solutions qui existent. Parlez-en entre collègues, voyez laquelle est la plus adaptée, ça c'est aussi très important. Il faut que chaque solution qu'on mette en place soit adaptée. Il ne faut pas vouloir forcer les gens, sinon ça ne fonctionnera pas, mais il faut vraiment discuter, échanger autour de la solution la plus adaptée à votre problématique déchets, entre guillemets. Le point suivant que je voudrais évoquer, c'est ce qu'on va appeler le cadre de vie, donc le bâtiment, le bureau en lui-même. 2 points majoritaires, les lumières. Effectivement, on voit de moins en moins les bureaux qui sont allumés toute la journée, mais ça reste encore trop souvent le cas. Donc, éteindre la lumière quand on sort du bureau, ne pas laisser les couloirs allumés toute la journée, essayer de faire pression pour que ça soit plutôt des détecteurs de présence que des interrupteurs. Là aussi, ne pas hésiter à faire valoir l'aspect économique, l'économie d'énergie pour l'entreprise, et aussi l'éclairage LED qui est quand même qui est très rentable sur un très court terme. Le deuxième poste que je voulais évoquer, c'est le chauffage et la climatisation. Le chauffage, c'est quand même 50% du poste énergie d'une entreprise à l'heure actuelle. Et trop souvent, on voit en plein hiver, même si les hivers sont certes de plus en plus doux, en plein hiver, on voit des fenêtres ouvertes en fait, car les gens ont trop chaud. Il suffit juste de l'éteindre, de dégager les radiateurs. Souvent, les radiateurs sont bouchés par des armoires ou des bureaux. De fermer la porte de son bureau pour éviter de chauffer le couloir, par exemple. Et voilà, plutôt avoir un gilet que d'être en t-shirt dans son bureau. Et à l'inverse, la même chose avec la clim, éviter de l'allumer trop fort, éteindre tout ça le week-end, la nuit, fermer les volets ou les stores si vous en avez, etc. Ça reste, encore une fois, très très important. C'est des choses qu'on fait chez soi, en fait, la plupart du temps. Et les gens ont du mal à le faire au bureau parce qu'ils s'estiment que c'est pas à eux de le faire. C'est un peu la problématique du collectif. Donc, encore une fois, il faut être proactif là-dessus, montrer l'exemple, et vous verrez que les autres suivront. Un dernier point qui se base sur mon exemple, en entreprise. Personnellement, j'ai mis en place un petit guide en interne, un guide éco-responsable afin de communiquer aux gens ce qui était fait ou pas et quels étaient leurs contacts par type de déchets, quelles étaient les zones auxquelles ils pouvaient aller recycler tel et tel déchet, par exemple. On a aussi prévu de faire une conférence avec la diffusion d'un film sur ma vie zéro déchet. Et on a prévu de mettre en place des aires d'éco-responsabilité où en fait se concentreront tous les éléments qui peuvent être recyclés en interne dans l'entreprise. Les piles, les ampoules, il y aura à disposition des stop-peu, bien sûr. Il y aura aussi une recyclerie. Ce qu'on appelle une recyclerie, c'est juste simplement une boîte où on peut déposer ce qu'on ne se sert plus. Il y aura aussi un tableau pour demander de l'aide, par exemple, pour demander un appareil à raclette pour le samedi soir, etc., etc., et aussi le covoiturage. Donc tout ça, c'est important parce qu'aussi, ça permet de créer du lien et d'échanger par rapport à ça. Peut-être envisager dans une autre entreprise, ils ont créé des ateliers de création de déchets ménagers soi-même en interne. Donc là aussi, c'est pas mal.
cette notion de challenge, en fait, de petits défis. J'ai l'exemple d'un autre ami qui, dans son entreprise, a créé le défi de l'impression du mois, où l'objectif c'était d'imprimer le moins possible. Donc voilà, lui il est arrivé à imprimer 16 pages. Donc voilà par rapport à différents exemples. On va poursuivre. Oui, donc on me pose la question des goodies ou des flyers, etc. Effectivement, c'est un type de déchet qu'on reçoit beaucoup en cadeau, qu'on reçoit souvent plutôt en fin d'année, ou pas forcément, mais peu importe. Ce que nous, on préconise, c'est que ce goodies ou ce cadeau, essayez de les limiter, premièrement. Deuxièmement, faire en sorte que ce soit un goodies utile. Comme je le disais, une gourde, une tasse par exemple, ça peut être utile. Un contenant réutilisable pour son repas du midi, etc. Ou alors essayer de trouver des goodies entre guillemets dématérialisés. Placer ces cartes de vœux annuelles par un simple mail envoyé à ses fournisseurs où on peut choisir une association caritative à qui on souhaite faire un don. Donc le budget carte de vœux est passé en don pour une association caritative. Donc voilà. Et je pense qu'on peut continuer avec là aussi un dernier déchet, entre guillemets, qu'on génère lors de notre activité salariale, qui est la pollution numérique, qui est un déchet qu'on ne palpe pas forcément, qui est un sujet qui est traité de manière assez récente. Il faut savoir que la pollution numérique génère 4% des gaz à effet de serre au niveau mondial. Donc c'est énorme, c'est l'équivalent d'un pays comme l'Allemagne par exemple. Et c'est aussi autant que l'aviation civile. Dans le numérique, il y a différents points qu'on va évoquer. Le premier point, qui est le point qu'on voit tous, c'est le matériel. Donc je vais vous montrer un autre dessin de notre bénévole Virginie. Donc ce dessin en fait montre que 60% des déchets électroniques finissent en Afrique. Je pense qu'on a à peu près tous vu des reportages à ce sujet désormais. Effectivement, on produit beaucoup de matériel. Aujourd'hui, on n'est pas adapté, comme dans beaucoup de déchets, à le traiter nous-mêmes, à le recycler. Ces déchets qui finissent en Afrique, la plupart du temps, ils sont simplement en dépôt et ce sont finalement des déchets ultimes. Il faut savoir que la pollution pour les appareils connectés, c'est à peu près, représente 16 fois le poids de l'appareil. Par exemple, pour un ordinateur de 2 kg, c'est 600 kg de déchets qui sont produits et ça génère 156 kg de CO2. Donc le but du jeu de ces appareils, c'est pas de s'en passer. On va pas revenir forcément à la machine à écrire. Le but du jeu, c'est d'avoir une consommation sobre de ces appareils. C'est-à-dire ne pas les multiplier. Ne pas avoir 2 smartphones, ne pas avoir une tablette, un PC fixe, un PC portable. Essayer de limiter à un smartphone et un PC. Entretenir ces appareils. La plupart des gens ont un parc et ont un programme de renouvellement des appareils. Et finalement, c'est cette part d'appareils qui fonctionne encore très bien. Ou alors, dans ces cas-là, travailler avec des associations, comme par exemple Déclic, qui récupèrent votre matériel pour ensuite le donner à des familles qui en ont besoin. Donc, entretenir son matériel, la sobriété en termes de nombre d'équipements. Il faut savoir qu'on a à peu près 7 écrans par famille à l'heure actuelle, ce qui est quand même assez fou. Donc réparer ses équipements, s'entretenir léger, essayer de choisir ses équipements bien évidemment en fonction de l'énergie qu'ils consomment et de leur cycle de vie global. Et pourquoi pas s'équiper avec du matériel d'occasion ou reconditionné pour les smartphones, matériel qui fonctionne très bien. Le deuxième point concernant la pollution numérique, c'est la gestion des emails. Il faut savoir que chaque email est stocké en triple exemplaire en fait. Pourquoi c'est un problème ? On le verra plus tard.
ces emails, en fait, pour leur sauvegarde, consomment ce qu'on appelle de la donnée, et ces données sont stockées dans des centres de données qui consomment énormément d'énergie. Et aussi le fait d'envoyer et de recevoir des emails consomme un flux, en fait, de données. Donc il y a à la fois le stockage et à la fois le fonctionnement du réseau. Ah oui, juste un dernier point quand même que j'ai oublié par rapport au matériel et qui est aussi lié par rapport à l'Afrique. Donc on envoie nos déchets là-bas, dans ces pays sous-développés, mais aussi pour construire le matériel, la plupart sont constitués de minerais qui sont rares et qui sont issus de mines très polluantes, car on utilise beaucoup de produits chimiques, on utilise beaucoup d'eau pour extraire ces minerais. Et souvent, les conditions de travail sont assez inhumaines. Souvent, c'est des enfants qui sont exploités. Donc, à zéro déchet, c'est vrai qu'on se concentre beaucoup sur la réduction des déchets et l'impact sur l'environnement. Mais aussi, il y a souvent autre chose derrière ça. Et l'aspect humain et social n'est pas à négliger. Donc, je m'excuse pour cet aparté, mais c'était important. Donc, on reprend sur la gestion des mails. Quelques petits conseils pour s'améliorer. Donc, on peut choisir des messageries responsables, comme Lilo par exemple. Il faut cibler ses destinataires, éviter de faire répondre à tous, éviter de faire répondre avec les pièces jointes, utiliser plutôt des sites de dépôt temporaires plutôt que de mettre les pièces jointes dans les mails, éviter l'utilisation des drives, éviter les signatures de mails trop lourdes, vider ses boîtes mail, bien évidemment, sa poubelle, les éléments envoyés, les éléments stockés, etc., etc. Donc, faire le tri, tout simplement. Il faut s'autodiscipliner, mais ça se passe très bien. Se désabonner des newsletters et des pubs, bien évidemment, les bloquer. Il suffit de mettre des bloqueurs de pubs sur Internet. Et voilà. Donc, faire un peu le ménage dans sa boîte mail. Et le dernier point concernant la pollution numérique, c'est donc ces data centers. Donc, je vous montre un dernier dessin de Virginie concernant les data centers. Ces data centers, en fait, consomment effectivement énormément d'énergie en fonction de leur localisation. Effectivement, il existe un data center à Paris, par exemple, dont l'énergie générée, les calories générées servent au chauffage de l'eau d'une piscine. Parfait. C'est rarement le cas. Souvent, ils sont éloignés. C'est 4000 data centers en France et cette consommation électrique liée à la pollution numérique, elle prévoit, les prévisions sont qu'elle soit doublée d'ici 2025. Donc en fait, il faut vraiment essayer de freiner cette augmentation qui est exponentielle. Donc les data centers, c'est principalement 2 points, les drives et la vidéo sur Internet. Donc éviter les sites de visionnage en ligne, préférez les DVD, les clés USB, préférez stocker ces données sur son PC tout simplement, ou du moins localement. Désactiver les fonctions aussi telles que le GPS, le Wi-Fi, le Bluetooth quand on ne les utilise pas. Conserver le strict nécessaire. Et encore une fois, plutôt transférer via des sites temporaires que de mettre sur des drives des documents simplement pour les partager. Quelques autres petits conseils rapides sur les pollutions numériques. Limiter les visios par rapport aux réunions. Ce qu'on disait tout à l'heure, préférer le téléphone. Parce qu'effectivement, pourquoi on veut limiter la visio ? C'est la visio qui consomme 80% de la bande passante. Donc toute la pollution liée aux données, liée à l'infrastructure et à cette énergie consommée, c'est lié à la vidéo. Quand vous faites une réunion de 2 heures, tout le monde branche sa caméra, 5 minutes, on se fait coucou, et après on peut la couper tout simplement, et on s'entend, ça suffit la plupart du temps. Un dernier point, qu'on voit encore trop malheureusement, éteindre ces appareils le soir et le week-end. On voit encore énormément d'appareils qui sont en veille, pourquoi pas mettre des multiprises avec des interrupteurs. Et ensuite, un dernier point aussi, qui peut paraître un peu idiot, mais qui aujourd'hui est passé un peu dans notre quotidien, c'est l'utilisation des moteurs de recherche, notamment un qui est assez connu, pour simplement aller sur un site sur lequel on va tous les jours. Plutôt que d'utiliser ce moteur de recherche pour taper le nom du site, on peut taper l'adresse, puisqu'on la connaît, par exemple zerodéchetstrasbourg.fr dans la barre de recherche. Là aussi, en fait,
comme pour le reste des déchets de bureau, mais comme pour le reste des déchets, avec le numérique, finalement, le mot-clé, ça reste la sobriété. C'est ce qu'on essaye de promouvoir au maximum. On veut pas on veut pas retourner à une vie sans forcément vivre, mais on veut simplement que ce soit une vie qui se limite à ce qui est nécessaire en fait, et pas au superflu. Il y a encore des questions, beaucoup de questions. Les internautes sont toujours avec nous. Numérique, est-ce qu'il y a des marques responsables? Est-ce qu'on peut s'engager sur les marques? Alors honnêtement, je ne pourrais pas répondre à cette question là maintenant en live. Je sais que certaines marques y travaillent. Il faut faire très attention. Il n'y a pas vraiment de label à aujourd'hui. Je sais qu'elles y travaillent, mais pour le moment, non. Alors d'autres questions d'internautes qui sont soucieux, et on les comprend bien quand on a affaire à tout ça. Qu'est-ce qu'on fait de nos applications sur le téléphone? Y en a-t-il des bonnes, les pratiques? Qu'est-ce qu'on fait de ces applications? On les garde toutes? On les efface? Est-ce que ça consomme? Ça prend d'énergie? Effectivement, les applications, on y fait souvent peu attention quand on les télécharge. On nous demande en fait, est-ce que l'application est active, par exemple, de partager notre donnée uniquement lorsque l'application est active. Donc là, oui, il ne faut pas partager sa donnée en permanence, mais uniquement lorsque l'application est active. Et quand on ne l'utilise plus, effectivement, fermer l'application. Donc oui, effectivement, c'est quelque chose à faire. Voilà. Est-ce que vous voulez conclure? Oui, effectivement, en résumé, je pense qu'il faut vraiment être dans une démarche très positive. Il ne faut pas penser qu'on sera isolé. Là aussi, la collectivité peut parfois faire peur parce qu'effectivement, on aura des collègues qui seront contre les améliorations ou les changements qu'on souhaite mettre en place. Effectivement, beaucoup d'humains ont peur du changement. Mais aussi, il faut penser qu'on a beaucoup de collègues avec qui on n'a sans doute pas parlé de ça et qui sont très heureux en fait de prendre part à ce challenge. Il faut vraiment vivre ça dans une positivité, communiquer, échanger. Et essayer de mettre en place des défis, des jeux. Il faut vraiment communiquer. Et en général, ça plaît beaucoup. Et ça dépasse souvent les espérances. Et les résultats sont visibles très rapidement pour une majorité en fait, de déchets et pour beaucoup de volume. Et c'est souvent la règle des 80-20. Et les 20% qui resteront, si vous mettez un peu plus longtemps pour les diminuer ou pour passer en mode zéro déchet définitivement, c'est pas très grave. Donc voilà, toujours penser à la règle des 5 R, refuser, réduire, réutiliser, recycler et rendre à la terre, composter. Et voilà, toujours se féliciter d'améliorer la situation, ça sera toujours mieux qu'avant, quel que soit le temps que ça prendra, et les résultats seront là. Juste pour vous aider, je vous présente 2 petits documents. Ce premier, c'est le guide « Être éco-responsable au bureau » de l'ADEME, qui est téléchargeable en ligne, tout simplement. Il y a beaucoup de données, dont certaines que j'ai citées aujourd'hui. Je vous encourage à le télécharger, à le partager avec vos collègues. Et ensuite, un document un peu interne de Zero Waste France, Zéro déchet au bureau, où il y a un petit peu moins de données, mais où il y a 12 actions concrètes à mettre en place. Donc, c'est un peu des pistes clés en main pour que vous puissiez les adapter chez vous. Merci Julien Guillaume pour ces explications claires, d'autant que ça n'est pas facile de passer comme ça 1 heure tout seul face à une caméra, en imaginant le public, qui était très nombreux derrière son écran. Merci à l'association Zéro Déchet Strasbourg. Le Club de la presse Strasbourg Europe organise une prochaine rencontre avec Zéro Déchet Strasbourg sur un sujet brûlant, industrie textile et pollution. Ça sera autour du vendredi 10 juillet à 17h, toujours en Facebook Live depuis la librairie Kléber-Salle Blanche, à l'heure où les soldes vont démarrer avec la folie planétaire des soldes. Donc vendredi 10 juillet à 17h, les soldes autrement, industrie textile et pollution. Merci infiniment et bonne soirée. Au revoir.